Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une affaire étrange, si l'on peut dire, ou du moins le fait que une ville qui est fantôme puisqu'il n'y a plus personne brûle depuis 57 ans. Je crois que c'est assez étrange pour en parler. Donc voici une vidéo sur la fameuse ville de Centralia. Alors Centralia, c'est une ville fantôme qui se trouve dans le comté de Columbia, dans l'état de Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est pratiquement abandonnée. Tout cela à la suite d'un incendie accidentel qui s'est déroulé dans les mines de charbon souterraines. Et celui-ci s'est étendu sous toute la ville. Et il brûle depuis 1962 jusqu'à encore aujourd'hui. Il ne s'est jamais éteint. La population de Centralia est passée de 1000 habitants à peu près en 1981, qui est l'année où fut donné l'ordre aux gens d'évacuer. Ce chiffre est tombé à 12 en 2005 et à 9 en 2007. Cela fait de cette ville la municipalité la moins peuplée de Pennsylvanie. Tous les biens fonciers de la ville ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation qui a été lancée en 1992. C'est alors qu'un accord a été conclu entre les autorités de l'État et les derniers résidents en octobre 2013 afin de leur permettre de continuer à vivre à Centralia tout en bien sûr sécurisant l'expropriation de tous leurs biens. Cette ville n'existe tellement plus et tellement une ville fantôme que son code postal qui était le 17927 a été supprimé en 2002. Alors, je ne peux pas vous dire grand-chose sur le phénomène qui se passe. Par contre, je peux vous raconter surtout l'histoire et ce qui a amené possiblement cet incendie qui ne s'arrête jamais. Alors, tout commence lorsque plusieurs ethnies américaines qui résidaient dans ce qui est le comté de Columbia à l'heure actuelle ont vendu leur terrain et on a construit donc Centralia sur ce terrain après la colonisation de 1749, pour une somme d'environ 500 livres sterling. En 1770, lors d'une construction de route, donc la Roding Road, qui va s'étendre de Roding à Fort Augusta, qui aujourd'hui s'appelle Sunbury, les colons vont sonder et explorer le terrain. Une grande partie donc de cette Reading Road va être construite plus tard sous le nom de Route 61. Et ça deviendra l'autoroute principale qui va relier l'est au sud de Centralia. En 1793, Robert Morris, l'un des héros de la guerre d'indépendance des États-Unis et aussi signataire de la Déclaration d'indépendance, va acquérir un tiers du terrain de Centralia. Il va faire faillite en 1798 et son terrain va alors être remis à la Banque des États-Unis. C'est un capitaine français du nom de Stephen Girard qui va acheter donc le fameux terrain de Maurice pour environ 30 000 $, ce qui inclut une partie d'un terrain qui est à l'est de celui de Maurice, car il a appris une présence de gisements de charbon dans la région. En 1832, Jonathan Faust va ouvrir la taverne Bull's Head dans ce qui est alors simplement appelé le Bowring Creek Township. C'est d'abord cela qui va donner son premier nom à la ville, Bull's Head. En 1842, le terrain de Centralia est acheté par l'entreprise Locust Mountain Coal and Iron Company. Alors, un ingénieur minier du nom de Alexander Ray va déménager avec sa famille et va commencer à construire la structure d'un village. Il va dessiner l'agencement des rues et des terrains dans le but, bien sûr, de la faire se développer. Il décide d'appeler cette ville Centreville.
Mais en 1865, le nom va changer en Centralia, car la poste des États-Unis comporte déjà une ville du nom de Centreville dans le comté de Schuylkill, donc il ne voulait pas qu'il y en ait deux et qu'il y ait confusion. Le chemin de fer Mine Run Railroad est construit en 1854 pour transporter le charbon, qui est extrait donc des fameuses mines de charbon, hors de la vallée. Les deux premières mines de Centralia furent nommées donc Locust Run Mine et Coleridge Mine, et elles sont ouvertes en 1856. Ensuite, il y aura Azedel Colliery Mine qui sera ouverte en 1860, Centralia Mine en 1862 et Continental Mine en 1863. D'ailleurs, la Continental Mine est située au niveau de l'ancienne propriété de Stéphane Girard. Puis à la multiplication des mines et au village qui s'agrandit, il va aussi falloir penser à faire une expansion au niveau des routes. Puisqu'il faut bien transporter toutes ces personnes et tout ce charbon. C'est alors qu'on va ramifier la Lehigh Valley Railroad, la Lehigh et la Mahanoy Railroad. Et tout cela sera fait en 1865. Finalement, Centralia va être incorporée comme municipalité en 1866. Comme vous devez vous en douter, le principal pourvoyeur d'emploi et ce qui amène les gens à Centralia, bien sûr, c'est l'industrie du charbon. En ce qui concerne le fondateur de la ville, Alexander Ray, il sera assassiné dans sa carriole par les membres de Molly Maguires le 17 octobre 1868, au cours d'un voyage qu'il fera entre Centralia et le Mont Carmel. 3 hommes vont être finalement condamnés pour sa mort et vont être pendus dans le siège du comté de Bloomsburg le 25 mars 1878. On dit que bizarrement plusieurs autres meurtres et des incendies criminels vont également avoir lieu au cours de cette période, puisque Centralia serait un foyer de l'action de Molly Maguires au cours des années 1860. Son but, c'est d'organiser un syndicat de mineurs pour améliorer les salaires et les conditions de travail. Il y a même une légende qui va commencer à circuler parmi les habitants de Centralia. On dit que le père Daniel Ignatius McDermott, donc le premier prêtre catholique romain à vivre à Centralia, va maudire la terre en guise de représailles après avoir été agressé par 3 membres donc de cette fameuse association des Maguires en 1869. McDermott aurait dit qu'il arriverait un jour où l'église catholique romaine Saint-Ignatius serait la seule structure restante à Centralia. En 1877, beaucoup des leaders de Molly Maguires vont être pendus, ce qui va mettre fin à leur crime. Il y a des rumeurs qui ont commencé à partir de ci de là, disant qu'un certain nombre des descendants des Molly Maguires vivaient toujours à Centralia jusqu'à peu près les années 1980. Selon les chiffres du Bureau des recensements aux États-Unis, la ville de Centralia va atteindre son maximum de population, c'est-à-dire 2761 habitants, en 1890. Elle est alors à son apogée, et la ville va se composer alors de 7 églises, 5 hôtels, 27 saloons, 3 théâtres, une banque, un bureau de poste et 14 épiceries et des magasins, bien sûr. 37 ans plus tard, la production de charbon anthracite atteint son apogée en Pennsylvanie. Mais malheureusement, dans les années qui vont suivre, la production va baisser. Pourquoi ? Puisque de nombreux jeunes mineurs de Centralia vont s'enrôler dans l'armée, alors que, à cette époque, les États-Unis vont rentrer dans la Première Guerre mondiale. En 1929, le fameux krach boursier va amener la fermeture de 5 mines de la Lehigh Valley Coal Company, localisées dans la région de Centralia. Il y a bien sûr des mineurs de contrebande qui vont continuer à extraire du charbon dans plusieurs des mines abandonnées. Pour cela, ils vont utiliser des techniques comme le pillar robbing, c'est-à-dire que les mineurs extraient le charbon des piliers laissés
dans les mines pour supporter leur toit. Mais cela va malheureusement causer l'effondrement de plusieurs des mines inactives, ce qui va encore compliquer la prévention des feux de mine en 1962. Le bouchage total des mines abandonnées est empêché par la présence de parties effondrées. En 1950, le conseil municipal va acquérir les droits sur tout le charbon anthracite qu'il y a sous Centralia via une loi d'État adoptée en 1949 qui permet la transaction. Cette année-là, le recensement fédéral compte 1986 habitants en Centralia. On va continuer à exploiter certaines mines de charbon jusqu'à peu près dans les années 60. Lorsque, d'un seul coup, la plupart des sociétés vont devoir fermer. L'exploitation minière de contrebande, elle, va continuer jusqu'en 1982. Et l'exploitation de charbon à ciel ouvert est toujours pratiquée d'ailleurs dans la région. Une mine souterraine d'environ 3 miles vers l'ouest emploie environ 40 personnes. Puis après les mines, c'est le service ferroviaire qui va prendre fin en 1966. Malgré cela, Centralia va posséder sa propre école de district, qui comprend des écoles primaires et une école secondaire, et il y a aussi des écoles catholiques. Dans les années 80, Centralia compte 1012 habitants. En outre, il y a 500 ou 600 personnes qui vivent à proximité de la ville. Disons que Centralia commence un petit peu à décliner avec la fermeture des mines de charbon. Sa ville commence aussi à se vider, mais cela va être de pire en pire à cause du fameux incendie. Donc cet étrange incendie. Cet incendie, il se situe au niveau du gisement souterrain de charbon de Centralia. Il a débuté en mai 1962. Seulement, et pourquoi je l'ai classé dans la catégorie étrange, c'est qu'on ne sait pas, ou du moins on ne sait pas de source sûre, quelle est l'origine de cet incendie. On dit qu'il semblerait que 5 pompiers qui étaient occupés à nettoyer un dépotoir auraient accidentellement mis le feu à la mine de charbon souterraine. Il y a une autre version qui va dire que c'est un camion-benne qui a déversé des cendres fumantes dans le puits d'une mine abandonnée, et cela aurait pris feu. Cependant, on peut aussi noter que le conseil de la municipalité du 4 juin 1962 va faire note de 2 incendies sur le site, et que 5 pompiers ont soumis des factures pour combattre le feu de la décharge. Donc, il est possible que les 2 versions soient plausibles. Le bourg, d'après la loi, devait installer une barrière résistante au feu entre chaque couche de la décharge. Mais elle ne l'a pas fait à temps. Du coup, la barrière est inachevée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les charbons ardents vont atteindre la veine de charbon qui est située sous la décharge. Et l'incendie a commencé à prendre. À l'heure actuelle, ce feu s'étend sur 1,6 km² et il avance de 15 mètres par an. Si on continue à ce rythme, le sous-sol de Centralia devrait brûler pendant encore près de 250 ans. Imaginez-vous, ça fait presque 60 ans que ça brûle, mais on estime que ça peut encore brûler 250 ans. C'est juste énorme. On a une autre théorie qui propose en fait que ce feu soit bien antérieur, puisqu'il y aurait eu un feu en 1932 à Basse-Colliery. Et donc la théorie serait que celui-ci n'aurait pas été entièrement éteint, donc aurait couvé, on va dire, pendant tout ce temps, et que peu à peu, il aurait atteint la décharge de la zone en 1962. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie, notamment un mineur du nom de Frank Jugel Sr., qui affirme qu'il a exploité une mine de contrebande avec son frère près de la décharge en 1960 à 1962. Donc si le feu de Basse-Colliery n'avait pas été éteint, les frères donc n'auraient pas pu faire de la mine de contrebande et ils auraient même probablement été submergés, voire tués par les gaz nocifs qui se répandaient via les nombreux tunnels interconnectés de la région. Toute cette histoire va bien sûr inspirer un jeu vidéo que beaucoup d'entre vous doivent connaître, même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, puisqu'il a même été adapté au cinéma.
Si je vous dis Silent Hill, ça vous dit quelque chose? Au départ, beaucoup des habitants sont restés. On cherchait une solution pour mettre fin à cet incendie. C'est seulement en 1979, donc c'est quand même assez long, sachant que ça a commencé en mai 1962, que les habitants vont prendre conscience de l'ampleur du problème. Tout ça puisqu'un propriétaire de station essence, le maire, John Coddington, va insérer une jauge dans l'un de ses réservoirs souterrains pour vérifier le niveau de carburant. Quand il va la retirer, elle semble bouillante. Il va alors mettre un thermomètre dans le réservoir via une chaîne et il va être complètement choqué de découvrir que la température de l'essence dans son réservoir est de 78 degrés Celsius. Là, c'est le début de la fin pour Centralia. Puisque ces feux de charbon, en plus d'être nuisibles pour les humains, vont aussi avoir des impacts environnementaux potentiels. Avec la combustion du charbon, par exemple, qui va émettre du dioxyde de carbone, ou des traces de métaux, tels que le mercure ou des particules fines nocives qui vont être émises à cause du feu. De plus, les incendies, je crois que vous le savez tous, dégagent de la fumée et des gaz désagréables. À ce jour, cette fumée monte de la terre à travers les fissures autour de Centralia. Pendant ce temps, le terrain est devenu dangereux, voire même très instable au fil du temps. Car ce sont aussi les incendies qui sont responsables de cela. À cause d'eux, la terre peut soudainement s'effondrer, puisque le feu en fait ne va faire que manger le sol qui se trouve en dessous, tout simplement. Donc, au final, tout cela peut endommager les maisons, les routes, les voies ferrées, etc. En 1980, le Congrès américain débloque une somme de 42 millions de dollars pour racheter les terrains et les habitations et permettre donc de quelque part faire vider la ville pour la sécurité des habitants. C'est à partir de ce moment-là que l'attention que porte l'État à cette ville et pour l'incendie va commencer à augmenter. Et tout cela va culminer en 1981, quand malheureusement un résident de 12 ans, Todd Domboski, va tomber dans une doline de 1 mètre de large, faisant 46 mètres de profondeur. Comment? Celle-ci va tout simplement s'ouvrir sous ses pieds dans l'arrière-cour. Son cousin, qui est alors âgé de 14 ans, Eric Wolfgang, va essayer de tirer son cousin Todd hors du trou. Il réussit et lui sauve la vie. On va alors tester le panache de vapeur chaude qui s'échappe du trou et on va se rendre compte qu'il contient un taux mortel de monoxyde de carbone. Bien qu'il y ait des preuves qui soient physiques et visibles de l'incendie, les résidents de Centralia restent quand même divisés sur qui croire, que faire. Est-ce que ce feu pose une menace directe à notre ville ou sommes-nous en sécurité? 2 personnes, Steve Crow Smith et Steve Couch, vont identifier au moins 6 groupes, qui sont chacun organisés autour de différentes interprétations de la sévérité et du type de risque posé par l'incendie. En 1983, le Congrès va encore débloquer des dollars pour la relocalisation des habitants. En grande majorité, les résidents vont accepter les offres du rachat du gouvernement, et alors plus de 1000 personnes vont être déplacées en dehors de la ville. Et on va détruire 500 constructions. C'est en 1992, comme je vous le disais, que le gouverneur de Pennsylvanie, Bob Casey, invoque le passage de tous les biens du bourg dans le domaine public, condamnant tous les bâtiments à l'intérieur du bourg. Une action juridique menée par les résidents s'ensuit, mais cela sans succès. Comme je vous le disais également, en 2002, c'est le service postal américain qui va abandonner le code postal de Centralia. En 2009, le gouverneur Ed Rendell commence la procédure formelle d'éviction des derniers résidents de Centralia. De plus, sachez que cet incendie n'est pas seulement à Centralia même, puisque en se déplaçant au fur et à mesure, il s'est étendu sous le village de Barnesville, qui est localisé au sud de Centralia. Et cette ville doit être
aussi évacués. À l'heure actuelle, il y a encore quelques maisons qui sont encore debout à Centralia, mais la majorité des bâtiments sont abandonnés ou ont été démolis tout simplement par l'autorité de réaménagement du côté de Columbia. Au premier coup d'œil, lorsqu'on regarde la zone, on voit beaucoup de rues pavées, de fissures, voire de trous. À certains endroits, la nature a repris ses droits, donc vous pouvez voir tout simplement de l'herbe, des arbres. L'église, elle, est restée du bourg. C'est l'église Sainte-Marie. Et elle organise des services le dimanche. Elle n'a pas encore été directement touchée par le feu. De plus, les 4 cimetières de la ville, eux aussi, dont un donc de ces cimetières qui se trouve au sommet de la colline de laquelle s'élève la fumée, ils sont maintenus en bon état. Donc pas de souci pour eux pour l'instant. Depuis tout ça, la route principale a été fermée à la circulation, mais ça n'empêche pas bien sûr les street artistes de s'emparer de l'asphalte, même s'il y a des fissures ou quoi que tout peut s'écrouler, c'est pas grave, ils sont venus, ils ont fait leur petit dessin et voilà. Je sais, je réduis beaucoup ça, et je sais qu'il y a des street artistes qui font des œuvres magnifiques, mais je trouve dommage qu'on risque sa vie pour ça. Voilà. Alors, il y en a un justement qui a témoigné, qui s'appelle Corey, qui a 21 ans, qui dit qu'il a entendu parler de cet endroit depuis qu'il est tout petit. Tout le monde disait qu'on devait absolument venir, donc il est venu voir. Un autre qui lui est fasciné, qui a aussi 21 ans, lui, il s'appelle Bernard, il n'en revient pas lui d'être ici. Parce qu'en principe, bien sûr, c'est illégal. Mais comme personne ne surveille, et pour cause depuis bientôt 60 ans, le feu continue de se consumer sous la surface, faute d'avoir trouvé un moyen de l'éteindre. Un risque d'émanation dangereuse existe, alors que l'incendie continue de se propager. C'est pourquoi il y a à certains endroits de Centralia des sondes qui permettent de mesurer le gaz et la température au sous-sol pour savoir quand il va commencer à y avoir un danger pour l'homme et devoir reculer au fur et à mesure. Parce que ça serait bête quand même qu'il y ait quelques touristes de passage trop imprudents qui soient brûlés par des flammes. À Centralia, il n'y a plus qu'une seule personne. Oui, un irréductible. Il n'a pas bougé. C'est un mécanicien. Il restaure les vieilles voitures. Il dit qu'avant, il y avait encore quelques personnes, mais maintenant, c'est vraiment une ville fantôme. Mais je me sens pas seul, il y a encore du passage. Puis, il y a beaucoup de visiteurs le week-end. Il faut bien qu'ils s'en satisfassent, car à court ou moyen terme, il n'y a aucun espoir de voir renaître de ses cendres, si l'on peut dire, la ville de Centralia. Et je vous rappelle cette information quand même. C'est que ce sous-sol qui brûle, donc je le rappelle encore une fois, depuis mai 1962, donc presque 60 ans, pourra encore brûler pendant environ 2 siècles. Et encore, c'est une estimation. C'est totalement fou. Personnellement, je trouve l'histoire de cette ville totalement folle. Certes, c'est pas un cas peut-être étrange comme vous vous y attendiez, mais moi je trouve quand même que on va dire que c'est une sorte d'étrangeté de la nature, voilà, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai voulu la faire la plus complète possible en vous parlant d'abord de l'histoire de la ville, ensuite de l'incendie. Et puis, je crois que c'est le moment de vous dire que si tout ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir aussi mon Tipeee si vous voulez. Petite youtubeuse oblige, si on peut dire. Et puis maintenant, je crois qu'en tant que gardienne de cette bibliothèque, il est temps pour moi, mes chers bibliothécaires, de vous dire à une prochaine vidéo.